Donc, oui, Isaïe, qu'on avait... Le micro est un petit peu loin. Une petite question sur le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que votre outil d'éducation environnementale est standard ou c'est par rapport, il y a une région peut-être, Mourndaf c'est un autre outil, Tamata c'est un autre outil, ou c'est les mêmes? C'est standard, mais il y a toujours des formations qui accompagnent la mise à disposition de ces outils. Et donc, c'est pendant les formations qu'on passe les consignes qu'il faut prendre en compte les réalités locales. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Merci. Je m'adresse toujours à la représentante de l'Éducation nationale. Tout à l'heure, c'est moi qui ai proposé justement cette éducation environnementale dans les écoles. Ma question c'est, est-ce que cette éducation environnementale est programmée dans toutes les classes ou bien c'est réservé à quelques niveaux, et est-ce que c'est vraiment dans le programme scolaire, et est-ce que c'est une éducation théorique ou bien suivie de pratique? Parce qu'auparavant, quand j'étais encore dans les petites classes, dans les classes primaires, du temps de mon enfance, il y avait eu des jardins potagers qui sont entretenus, par exemple, par les élèves pour leur apprendre à cultiver, etc. Il y a toujours des activités, justement, qui font... tout cela font partie des activités parascolaires. Merci. Effectivement, l'éducation environnementale est programmée dans tous les niveaux. Donc, c'est à partir de la classe de 11e qu'elle est programmée. Mais comme je l'ai dit pendant l'exposé, c'est de façon transversale. Donc, c'est inclus dans des matières, mais c'est pas une matière en soi, mais elle est traitée par plusieurs matières. Il y a le côté théorique, donc, ce qui est traité dans le programme scolaire, mais dans le service de l'éducation environnementale, nous priorisons les côtés pratiques. Donc, comme vous avez vu pendant mon exposé, il y a différentes thématiques que nous traitons. Par exemple, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Ce sont des pratiques. Et nous traitons donc ces thématiques dans l'école verte. Nous promouvons actuellement la mise en place de l'école verte dans tous les établissements scolaires à Madagascar, et les côtés pratiques est priorisé. Merci beaucoup. Merci, je vous considère comme ma collègue parce que je suis aussi représentante du ministère de l'Éducation nationale. Un peu en réponse à tout à l'heure, votre intervention, du côté du ministère de l'Éducation, à part l'éducation environnementale, il y a aussi la santé scolaire qui participe à la sensibilisation, par exemple, du côté de la santé, de reproduction des adolescents. Il y a une sensibilisation pour les jeunes filles d'utiliser les serviettes hygiéniques recyclables. Et pour nous tous, c'est là que je m'adresse, parce que là, on est, comme notre ami a dit, il n'y a que nous, les conscients, qui sont ici, mais il y a les inconscients qui sont tous dehors. Et c'est là que, aussi, ça a été répétitif. Qu'en est-il de nos gouvernants? Là, avec UNICEF, j'ai participé à
un petit méthodologie, je dirais. C'est le TRACFIN. C'est par rapport au truc financier des financements. Mais ça, c'est très reproductible dans notre secteur. Là, le thème environnement. Dans ce TRACFIN, on a fait un petit atelier pour réunir tous les gens décisifs, les gens du pouvoir, pour leur demander un engagement. Par exemple, les décisifs du secteur environnement, de l'éducation ou autre, pour demander est-ce que vous pouvez vous engager et donner des résultats continus et devant tout le monde, qu'on progresse dans ce sens-là, parce que de notre côté, éducation nationale, ça c'est un peu triste parce que on entame quelque chose et ça disparaît, ça volatilise. Il n'y a rien de continu de notre côté. Et c'est là que je vous sollicite, les partenaires surtout, de nous soutenir, parce que nous sommes que des pions ici. Il y a les gouvernements, les gouvernants. Donc c'est là qu'on doit s'adresser pour que ça soit vraiment en pratique. Parce que oui, on a la conscience, mais on ne peut pas avancer sans que ça soit réglementé. Merci. Peut-être juste en attendant que le micro arrive, juste pour vous préciser que tout le matériel qu'on a utilisé aujourd'hui, les films, les slams, les interventions, etc., seront à disposition, les présentations seront à disposition sur les sites internet ou les pages Facebook des 4 partenaires et pourront être transférés, diffusés à large échelle. Donc effectivement, même si on regroupe les conscients aujourd'hui, vous pouvez, vous, en tant que conscient, avoir la mission de diffuser aux inconscients tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, en fait. Bonjour à tous, moi c'est Mustapha. J'aimerais poser une question à Madame Kodan. Je veux savoir c'est quoi exactement la science de la durabilité. Est-ce que vous pouvez donner un peu en quelques mots, en gros, la science de la durabilité, s'il vous plaît? Et aussi, la dame de l'énergie, je ne sais pas si elle est avec moi ou pas. J'aimerais savoir si le fait de charger le téléphone durant la journée a un impact sur la santé de l'être humain. Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas charger le téléphone dans la nuit. J'aimerais savoir si en pleine journée, si par exemple on est au boulot ou bien on est un peu occupé avec son téléphone, est-ce qu'on pourrait le charger durant les moments où il n'y a pas d'impact avec l'être humain? Je vous remercie. Je vais commencer à répondre sur la science de la durabilité. Il faut le considérer comme étant vraiment une nouvelle façon d'aborder le questionnement de la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attend de moins en moins à ce qu'un chercheur reste enfermé dans son laboratoire pour produire uniquement de la connaissance de base, même si elle est nécessaire. Mais il faut que ce chercheur, aujourd'hui, puisse valoriser ses résultats et que ces résultats puissent être transformés et réutilisables pour relever les grands défis. La lutte contre la déforestation, le changement climatique, c'est un petit peu les exemples que j'ai donnés. C'est de travailler entre chercheurs et société, que la société puisse questionner la recherche, que la recherche puisse apporter de bonnes réponses à la société pour faire évoluer la situation et répondre aux grands défis globaux. C'est une nouvelle façon d'être, de travailler et de travailler ensemble pour en quelque sorte sauver la planète. Pour ma part, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas les compétences requises pour répondre à votre question. S'il y a des impacts sur la santé humaine, le fait de charger les téléphones pendant la journée. Notre domaine, c'est surtout le fait que quand on charge quelque chose pendant la nuit, quand on laisse les appareils en mode veille, ça consomme encore, pour la télé par exemple, ça, toute une nuit, ça, c'est équivalent à 4 heures de consommation d'électricité.
si c'est en mode veille. Donc c'est pour ça que je voulais conseiller que c'est mieux de charger les téléphones pendant la journée afin que vous puissiez regarder que c'est déjà chargé, que vous débranchez après. En ce qui concerne la santé, je pense que ce serait une autre personne de répondre. Merci. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Rouli. J'ai un projet concernant une éco-crèche. C'est pour cela que je demande auprès de notre responsable en éducation, est-ce que nous avons une loi sur la petite enfance à Madagascar, puisque c'est la base, surtout pour l'éducation et pour la protection de l'environnement. À remarquer que j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement avant et je voudrais bien appliquer toutes mes acquises sur l'éducation à partir de la base, c'est-à-dire la petite enfance ou bien prime enfance. Merci. Concernant la loi sur la petite enfance, je ne sais pas encore s'il y en a, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une direction chargée de la petite enfance au sein du ministère de l'Éducation nationale et vous pouvez contacter les responsables concernant votre projet. Oui. Donc, je me représente, Madame Farah Vlouna Samman de la Société Vouit Environnement. Mon intervention est surtout donc par rapport aux entreprises privées, l'entrepreneuriat. Au niveau de l'éducation nationale, vous avez tout un plan sur l'éducation environnementale et vous voulez faire surtout du développement durable. Mais tout le monde sait que développement durable, si c'est que l'environnement, ça marchera pas. Mais le côté économique, et il faut vraiment creuser là-dedans. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes, des jeunes en fin d'études, qui cherchent des stages ou des choses à développer. Et le côté entrepreneurial de la chose, en fait, il manque beaucoup dans l'éducation en général, hein, je trouve. Et ça manque beaucoup pour que on puisse présenter quelque chose de valorisable par rapport à tout ce qu'on veut faire au niveau de l'environnement. Et donc, je propose, ou j'aimerais savoir s'il y a ce volet environnemental, entrepreneurial dans l'éducation nationale. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'IRD. J'ai vu qu'il y a beaucoup de recherches que vous faites au niveau environnement, forêt, agriculture et tout le reste, alors que l'environnement, c'est pas que ça. Et le gros problématique qu'on avait vu avec l'intervention du côté public, du côté du secteur privé, c'est vraiment le problème de financement. Le financement, c'est pour que les grandes sociétés, puisque si on parle du fonds vert, ils vont partir avec des financements de 10 millions de dollars, quelque chose comme ça. Alors que nous sommes tous des petites entrepreneurs. On peut se regrouper à chacun notre spécialité, mais avec peut-être un thématique et une méthodologie, pareille méthodologie, une même vision pour bénéficier de quelque chose. Mais quand même, il faut quand même nous appuyer par rapport à la recherche. On fait des recherches avec les universitaires et tout le reste, mais pour que ce soit vraiment reconnu, on a besoin de plus de monde qui nous appuie par rapport aux recherches qu'on a déjà développées pour que ce soit peut-être solvable au niveau international par rapport à ces fonds. Parce que si on reste entre malgaches, bien que nous, on trouve que c'est vraiment efficace ce qu'on fait, s'il n'y a pas d'autres entités extérieures qui nous appuient derrière, on dirait qu'on n'est pas solvable, on dirait qu'on ne veut pas nous écouter, et même l'État, même les gens de l'institution ne nous écoutent même pas. Alors que, bon, je profite aujourd'hui parce qu'on a dit que c'est une journée de lobbying,
Voilà. Et on parle beaucoup de société civile et tout, mais personne ne parle de l'entrepreneuriat, du financement, qui est vraiment le gros problème du sujet. Donc voilà. Donc j'invite, parce que moi aussi j'ai déjà travaillé avec l'IRD pour le développement du compost et tout. Et bon, on a bien travaillé, mais c'est l'autre volet, les déchets industriels, qui nécessitent autre chose que le volet agricole, que j'aimerais savoir si on peut travailler encore ensemble. Voilà. Merci. Effectivement, développement durable ne veut pas dire seulement environnement. L'environnement, c'est seulement un des piliers du développement durable. Normalement, le service devrait être appelé service de l'éducation à l'environnement pour le développement durable. Concernant l'entrepreneuriat, il y avait déjà une initiative d'intégrer l'entrepreneuriat dans le programme scolaire, mais on entend encore la suite. Sinon, nous sommes en train de préparer un partenariat avec Sciences sans frontières pour promouvoir l'entrepreneuriat vert, donc au sein des établissements scolaires. Oui, vous avez mis le doigt sur le sujet d'aujourd'hui, le sujet de demain. C'est vraiment ce travail entre la recherche et la société au sens large, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'appui aux décideurs. En fait, c'est la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui bien souvent, c'est de trouver le lieu, de trouver la thématique et de trouver bien souvent le langage commun. Parce que vous avez des questions et nous, chercheurs, on a une façon d'aborder les choses. Et bien souvent, il faut un petit peu de temps pour trouver le langage commun et bien poser les problèmes pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Donc sur le principe, je dirais que c'est notre vocation de travailler ensemble, de venir en appui à des questions que vous pourriez poser. Et donc oui, je vous dis, oui bien sûr, voyons-nous, discutons de tout ça et voyons dans quelle mesure l'IRD est sur ces problématiques-là, dans quelle mesure les chercheurs sont prêts à venir travailler sur ces thématiques-là à Madagascar, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme vous le savez, mais à nous aussi de générer l'intérêt auprès des chercheurs pour les amener à venir travailler avec nous ici à Madagascar. Donc à votre disposition, bien entendu, pour revoir tout ça ensemble. Merci. Je m'adresse plutôt à la dame qui a voulu la petite enfance. La petite enfance, je suis là. Effectivement, il y a une direction responsable de la petite enfance. C'est la DEFPE, Direction de l'éducation fondamentale et de la petite enfance. Elle se trouve au 5e étage à Anous, au ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez y trouver 3 services. Il y a le service de l'éducation et de la petite enfance, CEP, le service de l'appui à l'éducation, le SAP, et le service alimentation et santé scolaire, SAS. Mais celle qui vous concerne le plus, c'est le CEP. Au 5e étage, porte 504. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Si? Oui. Tous aux représentants du CES, ici à Madagascar, lors de l'une de vos interventions tout à l'heure, j'ai dû entendre que les parcelles agricoles dégagent aussi du méthane. Donc, sur la partie recherche, est-ce qu'il y avait déjà eu des recherches qui ont été menées sur les combustibles utilisés, sur l'alternative contre le charbon, genre si on utilise du biogaz, qu'est-ce qui est moins polluant, le biogaz ou bien le charbon amélioré ou bien le charbon tout court? Merci. C'est la dernière question, c'est une colle. Je suis sûre que ce travail a été fait, mais moi je n'ai pas ces informations-là. Donc ce que l'on peut peut-être essayer de voir, c'est faire une petite recherche pour trouver une réponse à votre question, mais moi je ne le sais pas. Peut-être la dernière question là-bas.
il y a deux questions. On a encore le temps? Merci. Je suis là venant gérante de société Miarn, une société qui transforme les déchets biodégradables en charbon biologique. En fait, j'ai œuvré durant 4 ans sur ce projet-là, et il y a déjà quelques mois on s'est transformé en société. Pour répondre monsieur, la différence entre l'utilisation de charbon de bois et le charbon fer, c'est que le plus important, la gaz carbonique, on a même fait le test durant la nuit. Si on utilise le charbon de bois, quand on utilise le charbon de bois durant la nuit avec les fenêtres fermées, le matin, on aura même la bronchite ou quoi. Mais si on utilise le charbon fer, notre charbon fer, il y aura même pas de problème. Et en ce moment, on a eu un contrat avec la Lutte canadienne, et même les poussins et les poules ne supportent pas le gaz carbonique du charbon de bois. Et aussi, comme a dit l'autre dame, comme j'ai dit tout à l'heure, on a œuvré durant 4 ans dans ce projet. On a investi pas mal de fonds propres. On a rencontré beaucoup d'obstacles dans le projet, et durant ces 4 années, on a constaté que on sollicite avec les fonds, on aide plus les organisations et les associations, et pour les entreprises privées, c'est un peu difficile pour nous. Je ne sais pas si on n'a pas confiance, ou il y a un jeu économique, ou je ne sais pas, mais en ce moment, il y a 2 fois, j'ai participé à la conférence dans l'IFM, et jusqu'à maintenant, j'aimerais, je sollicite vraiment de travailler avec des partenaires pour mieux produire mes produits, parce que là, en ce moment, on travaille avec des entreprises locales qui fabriquent des machines de production. On n'a même pas le moyen d'importer des machines de production de charbon fer, alors que on envisage de travailler, de produire des charbons fer à partir dorénavant, à partir des déchets biodégradables. Et on voudrait vraiment travailler avec tout un chacun dans tous les foyers. Merci. Alors, je pense qu'on a fini. Je vous remercie. Merci, mesdames, pour vos interventions. Merci à vous tous pour le débat. Et donc, on rend la parole à Anta. Eh bien, pour terminer notre journée en beauté, nous allons savourer des paroles rythmées d'un médecin qui aime partager ses convictions par des slams et la poésie depuis maintenant 15 ans. Il est éducateur, il est amoureux des arbres, et il va nous inspirer par le chant de la rivière. Mesdames et messieurs, voici Bini. Je vous invite à avancer.
Depuis longtemps, j'ai œuvré en ne pensant qu'à mon espèce, et je t'ai manqué de respect en piétinant tes espaces. Aujourd'hui, mère, j'en suis navré si tu te retrouves à l'hospice, le visage balafré, le corps criblé de cicatrices. Moi, petit bipède minable au sommet du règne animal, j'ai du mal à me sentir coupable. Moi, qui petit à petit ai emmagasiné de la graisse abdominale, j'ai cautionné tant d'actes abominables. Dans le grand livre de la vie, il est écrit que Dieu m'a fait à son image, mais je ne semble être qu'une rature. Et au bas de chaque page sombre de l'histoire, j'appose ma signature. Mes actions sont pleines de gribouillis. Je suis trop immature. Alors, mère nature, oui, je plaide coupable. Pour ta peau que j'ai calcinée, je mérite d'être incarcéré. Moi, homo sapiens sapiens, je ne pense qu'à me remplir la pensée. Je ne pense même pas à penser tes plaies. Te tendre la main n'est pas dans mes réflexes. Acquérir des biens, ça pour moi c'est du concret. Rouler en Lexus, vivre dans le luxe, porter des Rolex, habiter le Sussex, le poster sur Twitter, ouais ça c'est le succès. Et dans ma frénésie, je te noie sous ma paperasse. Pour devenir plus riche, tes forêts, je les défriche. Et je lâche mes toxiques dans tes nappes phréatiques. Il y a trop de plastique, trop de produits chimiques. Il y a trop de mercure, trop d'arsenic, trop d'uranium, trop d'aluminium, trop de plutonium. Ton sol, en manque de racines, s'éboule. Tes surfaces tremblent, les châteaux de sable sur tes plages s'écroulent. Tes marées s'assèchent. Cette époque est plus que trouble. Je t'ai tronçonné à la cime et tes troncs s'effritent. Branches et feuilles crament, mais je reste impassible, je n'entends pas tes cris. Mère, je l'avoue, j'ai l'art de vite sécher mes larmes et de vite oublier mes crimes. Aujourd'hui, je suis debout sur ce bord de mer et j'aimerais que tu me bordes à nouveau, mère, car à travers ton eau écarlate, j'y vois les reflets d'un homme froid et amer. Mère, mais où est donc passé le cœur d'enfant que j'étais? Pourquoi suis-je devenu si dur? Moi qui autrefois étais si gai, empli de curiosité, le regard émerveillé par la magie de ta nature, mère, pas la peine d'en rajouter. Je ne m'étonne plus de ces sombres reflets aux abords de la jetée, que ce soit au sud ou dans les mers du nord. Je ne m'étonne plus de ces poissons morts intoxiqués par mes pétroliers, mère. Car ce poison qui vaut de l'or est source de tant de convoitises, de tant de conflits, de guerres, d'instabilité et de crises. Mes moteurs ont toujours besoin d'essence et j'ai toujours besoin d'accélérer la cadence. Il faut bien que mes voitures roulent et que le monde avance. Alors pardonne-moi de toutes mes offenses, mère. Je comprends. Je comprends que tu aies des palpitations. Les fumées de mes feux ont l'art de te suffoquer. Moi, le demeuré, j'ai incendié ta demeure. Au fond de moi, je me leurre. Je me dis que tes arbres et tes fleurs finiront tous par repousser, alors qu'en fait, tu te meurs. Tu te meurs à petit feu, mère nature. Je suis indigne d'être l'une de tes créatures. Égocentrique et immature, je suis un redoutable prédateur. Il m'arrive même de me plaire à te réduire à un pot de fleurs. Et pendant que je m'engraisse comme un poulet de chair, ces gaz t'oppressent avec effet de serre et mes incendies font que tu fondes. Tu es cette cierge, cette vierge violée, et que je n'ai su étreindre. Conséquence de mon incompétence à contrer la décadence de mon inconscience. Compétence de mon incompétence à contrer la décadence de mon inconscience. Conséquence de mon incompétence à contrer la décadence de mon inconscience.
Bini et Kaela ont participé à un concours de slam organisé par l'IFM et l'ambassade de France. Et ils ont été sélectionnés pour participer à cette journée débat parce qu'ils ont été ex aequo. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal à parler après. Eh bien, nous allons passer à la synthèse de cette journée. J'ai la joie de pouvoir résumer en quelques minutes autant de diverses propositions, de bonne volonté exprimée, de vision commune, certes, vraiment affirmée. Alors, en quelques minutes, résumer une journée entière de propositions, évidemment, c'est un défi. Donc, déjà, je m'excuse si toutes vos idées n'ont pas été recueillies. Ce qui est sûr, c'est les grandes idées sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord, sur les gestes simples, comment agir, pourront être proposés et nous allons en rajouter. Il y a une partie du débat où je n'ai pas pu intégrer pour une question pratique d'organisation, mais ce sera rajouté. Alors, je vais juste vous présenter sur un slide. Madagascar est un pays riche, d'une biodiversité exceptionnelle, mais ce matin, il a été clair que notre air tue. L'eau est contaminée, la biodiversité dégradée, c'est absolument un cercle vicieux. Je ne dramatise pas, c'est juste la réalité que l'on a vue. Et face à cette réalité, alors, créons des cercles vertueux. Il y a des cercles vertueux qui existent déjà, nous avons eu plusieurs exemples. Il faudrait les renforcer et mobiliser pour que ce soit la norme et que ce soit l'action face à l'inconscience. Il a été dit que éduquer, communiquer est une priorité et dresser des ponts pour collaborer, co-construire. Les instituts de recherche mesurent la qualité de l'air, le taux de contamination de l'eau pour agir. Alors ces mesures, ces données nous permettent d'avancer. Donc le fait de monitorer est absolument essentiel. Cela nous permet aussi de plaidoyer davantage et avec une meilleure efficacité. Il a été question que l'éducation environnementale pour les EPP, les CEG, les lycées s'étende aussi à tous les citoyens. Que le ministère conçoit des outils de communication avec plusieurs thématiques pratiques. Évidemment que le partenariat public-privé est là pour enrichir ces outils et il a été question aussi de parler d'énergie, meilleure utilisation de l'énergie. Bref, dans cette circonstance, il y a peut-être une phrase à retenir, c'est qu'il faut une alliance et c'est ça le pont. L'alliance, c'est encore mieux qu'un contrat parce qu'il est question de durabilité. L'alliance est pleine de vie parce que ce sont des cœurs qui s'allient d'abord, c'est une volonté commune. Et dans l'alliance, j'ai envie de vous partager un mot malgache qui est cher à mon cœur, le fouknoul. Le fouknoul, ça démarre de fouk déjà, tribu, clan, équipe, groupe. Mais la racine du mot fouknoul, ça vient de fou, le cœur. Ce n'est pas saiknoul. Ce n'est pas juste nous nous unissons parce que rationnellement on a compris de choses, mais non, notre cœur, notre esprit, notre vie se met d'accord pour accepter la diversité et se connecter de façon multisectorielle, santé, environnement. J'étais particulièrement touchée par un slide de santé de la terre et du vivant. Eh bien oui, santé de la terre. Mais où irions-nous donc habiter ? C'est la planète, c'est notre berceau, mais c'est aussi notre lieu de vie. Si on la piétine et on la malmène de cette façon, eh bien, on se suicide. Nous allons continuer. Nous allons... Ah oui, c'est moi qui le fais. Alors, des propositions concrètes. J'en ai trouvé
15. Il y en a plus, certainement. Ce n'est pas par ordre d'importance, bien évidemment. Ne pas faire de déchets au niveau individuel. Alors, j'ai classé propositions concrètes au niveau individuel et on aura les propositions concrètes au niveau collectif. Alors déjà, chaque citoyen est un agent de transformation face à l'inconscience. Nous avons une conscience qui est agissante. Ne pas faire de déchets au niveau individuel, réduire ou refuser les bouteilles en plastique, moins de gaspillage, shampoing, déodorant solide, faire soi-même ses démaquillants, avoir une démarche naturelle, les 4 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler. Marcher, se déplacer en vélo, prendre un transport en commun autant que possible, charger le téléphone la journée, utiliser une multiprise avec interrupteur, ne pas mettre les appareils électriques en veille. Utiliser les appareils non énergétivores, envoyer un mail aux vrais interlocuteurs. Le SMS est mieux qu'un mail, ne pas tout stocker car chaque mail stocké c'est un central d'énergie actif. Profiter de la lumière naturelle, conserver l'eau de pluie, prendre sa douche dans un seau, utiliser du charbon vert, utiliser des couvercles lors d'une cuisson, ranger les aliments dans le frigo, utiliser du thermos pour garder l'eau chaude au lieu de chauffer plusieurs fois, contribuer à reboiser avec les enfants et ne pas confondre besoin et envie. Responsable de chaque achat, nous sommes responsables aussi de chaque déchet. Consommons moins mais mieux, et privilégier les produits locaux achetés en vrac. On utilise des barquettes pour acheter au marché pour réutiliser au lieu d'acheter des sachets en plastique. Et puis sur le site, ça commence par moi, vous avez 365 gestes pour l'année à adapter. Voilà quelques pistes concrètes au niveau individuel. Au niveau collectif, je les ai classés sur toute la partie économique en vert, toute la partie sur la communication en rose, éducation en jaune et enfin sur le plaidoyer par rapport aux institutions et aux autorités. Alors, en compilant ce qui est ressorti à la fois des intervenants mais aussi des panélistes et de vos questions et propositions, il a été question d'intégrer la population dans les offres touristiques dans le cadre du tourisme durable, le fait d'héberger chez l'habitant par exemple. Nous avons parlé aussi de mesurer la pollution engendrée par les entreprises pour finalement les accompagner dans la prise de conscience. Au lieu de tout le temps interdire, plutôt encourager et publier les efforts qui sont faits finalement pour encourager les bonnes pratiques. Il était question aussi d'encourager les usines à méthane alternatives au charbon et alternatives aux voitures anciennes qui sont polluantes. Pourquoi ne pas les transformer ? Par rapport à la communication, renforcer les actions de communication par la prise de conscience des communautés, expliquer pourquoi avant d'interdire, implication donc du politique, par exemple le zéro plastique, l'exemple du Rwanda a été cité. Les médias sont des relais importants pour alerter les décideurs, informer et éduquer la population. Et d'après le dernier exemple que nous avions eu avec l'intervention de l'IRD, l'importance du passeur de messages au sein des communautés pour faire un pont. J'ai l'accès aux soins également. Enfin, par rapport à notre relation avec les institutions, il a été dit et redit que les textes existent, il faudrait les appliquer. Par exemple, au niveau de la municipalité d'Antananarivo, le code municipal d'hygiène existe, le code de l'eau, font aussi pour transformer des déchets qui sont nécessaires. Agir auprès des maires et municipalités, fabrication de pavés autobloquants à partir de déchets plastiques, agir en fonction des bas quartiers. Je l'ai mis auprès de la municipalité parce que c'était la dame qui s'occupe de Samva qui en a parlé. Et dans le film aussi, il était question c'était un exemple cité. Corruption au niveau des visites techniques, question évidemment, c'est pas une affirmation. Interpeller les décideurs locaux aussi pour agir et pas seulement les décideurs nationaux. Voilà quelques idées pratiques synthétisées au niveau personnel et collectif sur lesquelles nous pourrions repartir de cette journée riche et diversifiée. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons passer à la clôture.
de cette journée. La représentante du collectif des citoyens et des organisations citoyennes, le CCOC, donc partenaire de l'organisation et dans l'organisation et la conception de cette journée sur santé et environnement, j'appelle Madame Mounrader à faire son élocution. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes premiers mots vont être pour vous remercier. Déjà, merci aux co-organisateurs, l'ambassade de France, l'UNICEF, l'UFM qui nous ont donc permis de tenir cette journée. Merci aussi aux différents intervenants, aux différentes personnes qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Et puis, merci surtout à vous, public. C'est vous qui avez permis que cette journée soit dynamique, soit remplie d'échanges, soit remplie d'espoir. On a eu, notre premier objectif a été d'alerter, et je pense que cela a été atteint. Nous avons tous, je pense, eu peur face à tous ces enjeux, à tous ces défis qui nous cernent au niveau de la santé et au niveau de l'environnement. Mais nous avons eu aussi l'espoir, parmi toutes ces initiatives que l'on a pu découvrir, aussi bien initiatives des entreprises, de la société civile, mais aussi des initiatives au niveau des individus. Et on a découvert, et je pense, et je l'espère qu'on l'a compris, que chacun de nous, à notre niveau, nous pouvons contribuer à améliorer les choses, à apporter notre brique pour qu'aujourd'hui, et surtout demain, soit possible et viable pour nos enfants. La prochaine étape, ce qui nous reste encore à faire, c'est de construire donc ce demain meilleur. Par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, j'aimerais insister sur la nécessité de pousser l'État et chacun de nous à appliquer la loi. On parlait du problème du plastique. Aujourd'hui encore, des supermarchés continuent à utiliser le plastique. On parlait du problème des voitures polluantes, on parlait donc du problème de la visite technique. Ce sont tous des problèmes par rapport à l'application de la loi. Mais j'aimerais aussi pousser à une réflexion vers pourquoi ne pas pousser vers un esprit positif, un esprit vert. Si on encourageait les entreprises à donc investir dans l'environnement en leur donnant des incitations fiscales, que ce soit la responsabilité sociétale ou que ce soit dans ces entreprises environnementales qui aujourd'hui mettent au cœur de leur projet l'environnement. Si on donnait aussi la possibilité aux gens qui reboisent de bénéficier du crédit carbone, que ce ne soit pas l'État qui encaisse le crédit carbone, mais que ce soit chacun de nous qui cultivons ou qui faisons pousser les arbres. Il s'agit peut-être de trouver toutes ces incitations qui feraient que, non, on ne serait pas juste là à sanctionner ceux qui abîmeraient l'environnement, mais on serait là à récompenser ceux qui iraient vers les gestes qui nous sauveraient tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie. Eh bien, j'ai l'honneur maintenant de demander à Monsieur Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar, à partager le mot de la fin de cette journée de débat citoyen exceptionnel. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je n'ai malheureusement pas pu assister à l'ensemble de cette journée pour clore cette journée qui, je le sais, a été riche de débats et d'engagement pour l'environnement de Madagascar et la santé de ses habitants. Je le ferai brièvement en quelques mots parce que il paraît qu'il y a une autre activité qui se passe en ce moment de l'autre côté de l'avenue et qui intéresse peut-être certains d'entre vous parce qu'on peut aussi aimer le sport et l'environnement et la santé. Mais en tout cas, bravo d'être ici pour discuter de ces problèmes essentiels plutôt que en face tout de suite. En tout cas, difficile de conclure une journée sur un tel sujet à la fois immense et fondamental, et surtout alors que tout est devant nous et que l'urgence d'agir reste entière. Le lien entre santé et environnement est une préoccupation croissante à l'échelle planétaire,
Il est aujourd'hui renforcé par la crise du Covid-19 qui a rappelé le lien étroit entre santé humaine, santé animale et santé environnementale, ce que l'on appelle One Health, c'est-à-dire une seule conception globale de la santé. À l'instar des autres pays, Madagascar n'est pas épargné par la dégradation de la santé environnementale et par ses conséquences. Nous courons un réel danger, vous le savez tous et vous en avez discuté. Les données dont nous disposons et qui ont été présentées au cours de cette journée montrent, vous l'avez compris, des chiffres préoccupants, très préoccupants, qui placent les méfaits sur l'environnement en première position des causes de décès à Madagascar, atteignant plus d'une personne sur 5. Et nous savons que ce constat est sans aucun doute sous-évalué. De nombreuses institutions malgaches et internationales, comme l'INSTN, le CIRAD, l'IRD, présents aujourd'hui, travaillent à collecter ces données environnementales pour mieux évaluer la situation et son impact sur la santé. Il est primordial de soutenir toutes les organisations qui ont la capacité de contribuer à mettre en évidence l'état réel de la santé environnementale de Madagascar. En effet, ces données sont essentielles pour qu'ensemble, nous puissions conscientiser, alerter, porter des plaidoyers, agir et appliquer, en étroite coopération bien sûr avec les autorités malgaches, des solutions adéquates pour préserver la richesse incroyable de ce pays, de votre pays, et la santé de toutes et tous. Les jeunes ambassadeurs pour le climat, les activistes, les lanceurs d'alerte, les experts nous interpellent inlassablement sur la dégradation de notre environnement et ses conséquences. À nous, aujourd'hui, tous ensemble, mais chacun dans sa sphère d'activité et de responsabilité, mais aussi en tant que citoyens, citoyennes, de nous approprier ces messages et de les porter de façon transversale, de façon systématique dans notre quotidien, nos gestes, nos paroles, nos actes, nos projets et nos perspectives, comme cela vient d'être résumé. En ce sens, la France est engagée auprès du gouvernement malgache pour mettre en application les conventions internationales signées par nos pays, mais aussi pour traduire les plans et les stratégies en actes décisifs et ayant un véritable impact. Les opérateurs français, dont l'AFD, l'IRD, le Muséum d'histoire naturelle, le CIRAD, et les acteurs français du secteur privé, bien sûr, et de la société civile, dont certains sont ici aujourd'hui et sont venus vous présenter leurs actions, sont nombreux à travailler à vos côtés pour retarder cette dégradation et rétablir un environnement favorable à l'épanouissement social et sanitaire des habitants de Madagascar. Ainsi, par exemple, la protection de la biodiversité terrestre et marine, l'agroécologie, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, la réponse aux aléas climatiques et aux épidémies, sont au cœur des actions de l'équipe France, c'est-à-dire de tous les acteurs français ici à Madagascar, et de ses partenaires institutionnels et civils malgaches, qu'il s'agisse de projets de grande envergure, complexes et multisectoriels, ou bien de projets à plus petite échelle, enseignant des gestes simples, accessibles à tous et reproductibles par tous. Soyez assurés, en tout cas, de l'engagement indéfectible de la France pour relever avec vous les défis de l'environnement et de la santé de la population. Avant de clore cette journée et de vous laisser porter chacun la bonne parole et les bons actes, je tenais bien sûr à remercier nos partenaires, l'UNICEF, le CCOC, l'IFM, bien sûr, qui nous accueillent, pour l'excellente collaboration dans l'organisation de cette journée, mais aussi remercier tous les intervenants et vous tous, ici présents ou derrière vos écrans, qui avez contribué à la richesse de cette journée. Comptons sur nos implications respectives pour continuer à améliorer l'environnement et la santé pour nous, nos familles et les générations futures. Je vous remercie.